Alors bonjour, dans ce cours qui portera sur la sexualité. C'est un premier cours. Aujourd'hui, on va examiner surtout le sens de la sexualité. Donc, on va un petit peu définir certains éléments de langage pour voir un peu qu'est-ce qu'on va entendre par la sexualité. Vous savez que tout au long du cours, on va faire un lien entre les valeurs et la sexualité. Et ben, la sexualité peut être prise dans différentes significations. Euh, euh, dans un texte qui s'appelle Éloge à la diversité sexuelle, Michel Doret, que vous avez d'ailleurs à lire, vous avez à lire de lui le petit traité de l'érotisme, a identifié trois sens au fond dans lesquels on utilisait le mot sexe, trois sens qui sont distincts à certains égards, mais qui se recoupent. Donc, on peut parler par exemple de la génitalité. La génitalité, c'est l'élément d'un ensemble un petit peu plus vaste qui va inclure toutes les dimensions biologiques qui permettent de distinguer un homme et une femme. Donc, si on dit par exemple, ah, j'ai vu son sexe, on demande pour un bébé de quel sexe est-ce qu'il est, souvent on fait référence à ça. Ensuite, on va parler du sexe en tant que genre. Être homme-femme, dans ce cas-ci, quel est le sexe? Ça fait plutôt référence au féminin et au masculin. Donc, le féminin et le masculin, on va voir qu'il y a beaucoup de théories. La théorie des genres aujourd'hui, très populaire. On va voir un petit peu cela. Et on peut faire référence à l'érotisme. OK? Donc, à ce qui suscite le désir. On va regarder un petit peu ce que disait Doré, là, très rapidement. Après, nous, on va faire une petite réflexion là, sur chacun de ces sens à la sexualité, en faisant un peu référence aussi aux questions éthiques qui se posent. Et on va voir aussi comment ces trois significations du mot sexe sont interreliées les unes aux autres. Donc, si on regarde un petit peu le propos de Doré, lui, dans son texte, l'éloge à la diversité sexuelle, ce qu'il voulait faire, c'est une critique de la logique binaire de nos sociétés. Logique binaire, c'est-à-dire que, dans le fond, on va opposer, par exemple, dans ce cas-ci, homme-femme, féminin-masculin, homosexualité, hétérosexualité, c'est-à-dire une logique qui procède par opposition euh, et au fond distinction radicale. Okay? Si on prend par exemple sur le plan de la génitalité et des dimensions biologiques, on peut dire que dans la logique binaire, il y a des hommes, il y a des femmes. Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de cas qu'on appelle des cas d'intersexuation, qui sont des cas biologiques. Bon. Grosso modo, ce qui distingue un homme d'une femme sur le plan biologique, sur le plan génétique, là, c'est qu'on a des chromosomes, on a des gènes différents. En particulier, le gène XY là, que possèdent les hommes, ben, la femme possède XX. Essentiellement, c'est ça. Okay? Et ça va impliquer une foule de petites de différences quand même importantes. En particulier, des différences qui concernent le système reproducteur. Donc, ces différences-là sont essentielles dans la nature pour qu'il puisse y avoir reproduction de l'espèce. Maintenant, il y a plusieurs cas d'intersexuation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes d'irrégularités ou de choses plus ou moins rares là, au niveau de ces gènes-là. Et donc, qu'on ne peut ni classer comme tel comme homme ou femme. Et ça fait partie de la diversité sexuelle et de la reconnaissance de la diversité sexuelle. Soit dit en passant, à un moment donné, euh, il y avait dans la médecine beaucoup de pression lorsqu'un enfant qui avait un cas d'intersexuation naissait pour qu'on décide d'avance si c'était un garçon ou une fille. Puisqu'on n'aimait pas justement l'ambivalence, les ondes grises, on voulait que ça soit noir ou blanc. Un gars, une fille, c'est sûr qu'il y a une question d'identité parce que souvent, ben, on dit ah, t'as un beau bébé, c'est un petit gars, une petite fille, ben, on le sait pas. Ça peut être un petit peu malaisant parfois. Mais d'une certaine manière, c'est des choses qui existent dans la diversité sexuelle. Et Michel Doret, lui, il fait une éloge de la diversité sexuelle. Bon. Évidemment, au niveau des genres, là, on parle du féminin et masculin. La première des choses qu'on va voir durant le cours, c'est que les genres, même si c'est clairement lié là, à la génitalité habituellement dans les sociétés, ça reste que la construction des genres, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi le masculin et le féminin, ça dépend des sociétés. C'est une construction sociale, culturelle, historique, et donc qui peut changer à travers le temps.
Et Michel Dorel, lui, va préciser qu'il y a plutôt un continuum dans chaque personne entre le féminin. Chaque personne a du féminin et du masculin comme tel. Et puisque c'est une construction sociale, il est fort possible aussi que des personnes ne s'identifient pas à leur genre. Okay? Ce phénomène-là d'une personne qui ne s'identifie pas à son genre, on appelle ça la dysphorie des genres. Il y a des personnes, par exemple, qui se sentent neutres comme telles au niveau du genre. Ils s'identifient ni à un homme ni à une femme, ils ne veulent pas s'identifier à un genre, ils s'identifient à un être humain comme tel. Il y a aussi des gens qui, comme tels, s'identifient au genre opposé. Donc, ils ont par exemple un corps d'homme, mais ils vont s'identifier au féminin, à une femme. Et ça peut mener, bien sûr, à des phénomènes de transgenre ou de transsexuel. On va voir un peu la différence plus loin dans le cours. Au niveau de l'érotisme, la logique binaire, qu'on voit encore un peu dans nos sociétés, soit dit en passant, aurait tendance à parler, là on parle du désir, soit on désire les gens du même sexe que nous, soit on désire les gens de l'autre sexe. Bon, évidemment, l'érotisme est beaucoup plus complexe que ça, hein, au niveau du désir. Chacun a son propre érotisme, si on peut dire. Première des choses qu'il faut savoir par rapport à l'érotisme, et ça on va largement parler dans la session, c'est que l'érotisme est aussi issu des constructions sociales. Par exemple, nous, dans notre société, on est une société hétéronormative, ce qui signifie que la norme ou la normalité, si on peut dire, c'est l'hétérosexualité. On pourrait facilement imaginer une société qui serait bisexuelle normative, comme l'était par exemple Athènes dans l'Antiquité, où ce qui était normal, dans le fond, pour un citoyen, c'était de désirer à la fois les hommes et les femmes. Et donc, d'une certaine façon, non seulement il existe de la bisexualité, par exemple, dans une société comme la nôtre qui est hétéronormative, qui existe de l'homosexualité, mais il existe beaucoup d'érotisme très différents comme tel. Et on apprend à désirer. Ça, c'est important. On apprend ce qui est désirable dans la société, ce qui va amener beaucoup de questions éthiques, soit dit en passant. Si on y va maintenant en les regardant un peu un après l'autre. Et là, on sort de Doré, mais on va examiner ce qu'on entend. On va regarder un petit peu c'est quoi les enjeux éthiques qui se lient à ça, puis tout ça. Et de quoi on va parler lorsqu'on va parler de sexualité. Bon, la première des choses, la génitalité et son usage. Bon, vous pouvez vous imaginer que vous ne pouvez pas utiliser vos organes génitaux comme vous le voulez exactement, là, hein? Pas avec n'importe qui, par exemple. Il y a beaucoup de. Vous pouvez pas parler, par exemple, la pédophilie, c'est un crime. Bon. Mais aussi, la génitalité va amener aussi une distinction entre l'homme et la femme, là, comme je vous l'ai dit. La génitalité dans la sexualité, c'est toujours juste un élément d'un ensemble. Okay? C'est ce qui va permettre de distinguer sur le plan biologique l'homme et la femme. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a une origine génétique. Et d'une certaine façon, elle permet la reproduction de l'espèce, la survie de l'espèce à travers un phénomène de reproduction. Comme moi, mettons, je ne peux pas allaiter. Hein? Bon, je ne pourrais jamais allaiter. Bon. Donc, il y a des distinctions biologiques entre l'homme et la femme. Il faut savoir une des choses, et on va revenir ça souvent dans la session, c'est que lorsqu'on parle d'être un homme et une femme sur le plan, disons, génétique, les chromosomes et les gènes sont dans chacune des cellules. Donc, avec n'importe quelle cellule, on peut savoir si c'est un homme ou une femme. On est comme sexué d'une certaine façon, les êtres humains et les animaux aussi, là, dans tout notre être comme tel, dans tout notre corps, n'est-ce pas? Okay? Maintenant, si on prend les organes génitaux eux-mêmes, ben, ce sont pour faire le lien avec les autres sens de la sexualité, bien, évidemment, si on fait le lien avec l'érotisme, les organes génitaux, qui sont des organes reproducteurs, sont aussi des zones érogènes, c'est-à-dire des zones qui sont capables de nous donner beaucoup de plaisir, et en particulier des orgasmes, c'est-à-dire que le plaisir le plus intense s'obtient à l'aide des organes génitaux, n'est-ce pas? Et lorsqu'on va parler dans ce cours, par exemple, d'une relation sexuelle complète, ça va être une relation qui va exiger ou qui va impliquer disons, la stimulation des organes génitaux.
même si habituellement les relations sexuelles ne se réduisent pas à la génitalité. Par exemple, là, on parle déjà d'érotisme, mais si on embrasse quelqu'un avec beaucoup de désir, on a dans un certain sens une relation sexuelle. Mais on ne dira pas qu'on a une relation sexuelle complète. OK? Même les relations sexuelles orales, on peut dire que ce sont des relations qui impliquent une grande intimité, donc on va considérer, en ce qui nous concerne, que ce sont des relations sexuelles et même des relations sexuelles complètes. Là, si on va jusque, par exemple, à l'éjaculation, là, ou enfin. Bon. Évidemment, si on fait le lien entre la génitalité et les genres, ben dans la majorité des sociétés, c'était la distinction. Oh, palais. Non! Juste un instant, il faut que je branche mon ordinateur. De toute évidence, il ne semble pas branché. Je ne sais pas comment ça se fait, là, mais il n'est pas branché. Ah, non. Ah, est-ce que c'est correct? Non. Bon. Je ne sais pas trop ce qui se passe, là, mais mon ordinateur... il va s'arrêter si je ne le branche pas. Oh my god. Est-ce que c'est ça ici? Je pense que... Oh, ok. Excusez-la. Excusez-moi. Petit problème technique, on va quand même continuer, là. Bon. Donc, la différenciation des organes génitaux, qui est quelque chose de biologique, était à la source, et est à la source, dans la majorité des sociétés, la différenciation des genres, qui, elle, va devenir sociale. Parce que quand on va distinguer les genres, on va voir que c'est beaucoup plus que simplement distinguer des corps biologiques, là. On va donner des rôles, on va même parfois donner des droits, on va associer des caractéristiques, des qualités, des défauts, etc. dans la construction des genres. Okay? Donc, allons-y maintenant justement avec les genres. Oh, peut-être. Donc, première des choses qu'on doit dire ici, c'est que les genres, le masculin, être homme, être femme, c'est lié parfois dans une société un peu à ce qu'on peut appeler des stéréotypes. Donc, c'est quoi un vrai gars ou une vraie fille, là, si on peut dire. Et ça se fonde de façon générale dans la différence biologique entre les hommes et les femmes. Bien sûr, là, il y a toutes des théories et des débats à savoir quelle est la part du biologique. Est-ce qu'il y a une part de biologique dans la construction des genres? Il y a des gens qui croient qu'il n'y a aucune dimension biologique et ce n'est qu'une construction sociale. Maintenant, bon, il y en a qui croient que ça se fonde beaucoup dans la biologie et il y en a d'autres qui sont plus modérés. Donc, qui croient qu'il y a une dimension biologique, peut-être dans la définition des genres, qui serait comme donc universelle, si on peut dire, mais qu'ils admettent qu'il y a une dimension sociale. Il est certain qu'il y a une dimension sociale, par exemple, dans la définition de ce qui est, par exemple, être un homme. Chaque société, chaque histoire, chaque culture va définir ou va associer certaines caractéristiques. Et souvent, on va donner, bien sûr, des rôles, parce que dans l'histoire, souvent, on a donné des droits, des rôles, des fonctions, des responsabilités liées au genre. Donc, les femmes avaient telle responsabilité, avaient tel droit, les hommes, telle responsabilité, tel droit. Il faut savoir que dans l'histoire, on a vu, dans l'histoire de l'Occident en particulier, mais on pourrait, je pense dire dans l'histoire de l'humanité, l'instauration d'un système patriarcal, du patriarcat, c'est-à-dire de la domination d'un genre masculin sur un autre genre féminin. Et donc, quand on parle des genres, on est toujours pas trop loin là, d'un questionnement sur l'égalité dans la relation entre les genres et de l'égalité des genres. Et dans la société, ça touche toutes les institutions, ça. Hein? Au Québec, par exemple, dans les années 50, on ne pouvait pas contracter un prêt dans une banque si on était une femme. Mais aussi dans la famille, est-ce qu'il y a une égalité? Dans le couple, est-ce qu'il y a une égalité? Quand on va faire l'histoire de la sexualité, on va voir que c'est une dimension qui est très importante. Là. Comment on a traité les femmes dans l'histoire par rapport aux hommes et d'où on vient comme société. Donc, moi, je vais vous présenter quand même une perspective féministe de l'histoire, même si je suis un homme, parce que je suis conscient que dans l'histoire, on pourrait dire que la femme, on l'a privée de plusieurs droits, et même du droit de contrôler son corps. Ça nous amène au troisième petit point.
Parce que la relation entre les genres est toujours liée à un contrat social qui va définir une économie sexuelle, c'est-à-dire qui peut avoir une relation sexuelle avec qui. Par exemple, si on veut interdire, parce que mettons dans les années 60, au début des années 60, l'homosexualité au Canada est un crime, vraiment un crime, là. Donc on pouvait avoir un dossier criminel, aller en prison lorsqu'on était pris en flagrant délit d'homosexualité. C'était un délit, c'était un crime. Et c'était une façon de contrôler la sexualité des gens. Okay? Donc souvent, en définissant les genres, on définit aussi ce qu'est une femme, ce qu'est un homme, etc. Puis on contrôle la sexualité des gens à travers cela. Et ben, par exemple, le mariage peut venir là-dedans pour contrôler aussi la sexualité et pour arriver avec des sociétés, des fois, qui sont très restrictives là, sur le plan de la sexualité. Dans l'histoire, il faut le dire, dans l'Occident, ça a été beaucoup les hommes qui ont pris le contrôle de la sexualité des femmes. Et puis, les femmes, d'une certaine façon, surtout dans l'ère chrétienne, à la fin du Moyen Âge, ont été même dépossédées de leur propre corps, à la limite. Là. Okay? Donc, toute la question là, de la relation entre les genres, ça implique beaucoup de questionnements sur le plan éthique. D'abord, jusqu'à quel point ça nous laisse libre, cette compréhension-là des genres, et ensuite, jusqu'à quel point aussi la définition des genres n'est pas un modèle ou une institution sociale pour contrôler les êtres humains et contrôler les genres et contrôler leur sexualité. Ensuite, l'érotisme. Bon, l'érotisme, on va en parler beaucoup. Hein? Vous avez un livre complet à lire là-dessus de Doré, le petit traité de l'érotisme. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'érotisme? Premièrement, l'érotisme, quand on parle du sexe, ça, c'est lié non pas au genre, être masculin, féminin ou aux dimensions biologiques, mais vraiment au sexe, là, comme au désir. Au désir, aux pulsions, à la pulsion. Donc, la pulsion qui est l'éros, c'est l'attirance entre les êtres. Et à la recherche de plaisir, à la quête de plaisir, à la quête de satisfaction, à l'excitation, etc., et à l'acte sexuel lui-même, l'acte érotique. OK? Bon, cet acte-là, comment il est lié d'ailleurs à la dimension biologique? Ben, c'est un acte, évidemment, qui à l'origine est un acte qui visait la reproduction. Mais c'est bien plus que ça. L'acte sexuel est beaucoup plus qu'un acte de reproduction. On ne fait pas l'amour, évidemment, uniquement pour se reproduire. Là. Okay? On fait l'amour surtout pour le plaisir de faire l'amour, n'est-ce pas? Évidemment, l'érotisme est un phénomène extrêmement complexe là, qu'on va essayer de comprendre, analyser, expliquer, qui implique beaucoup d'éléments éthiques aussi et de valeurs, mais c'est lié à l'identité, à la représentation de soi. Qui je désire, de qui je veux être désiré. Doré va dire à un moment donné dans son livre « Dis-moi qui tu désires et je te dirai qui tu es ». Bon, c'est un peu fort, mais d'une certaine manière, de qui est-ce qu'on veut être désiré? Si on comprend bien l'érotisme d'une personne, on comprend une partie de cette personne-là qui est importante. Parce que la découverte de soi, elle passe par beaucoup de choses, mais elle passe entre autres par la découverte de son érotisme. Parce que dans le fond, l'érotisme, c'est aussi un partage d'intimité. Et ça commence par une intimité par rapport à soi-même, n'est-ce pas? L'érotisme est d'abord une relation à soi, et ensuite c'est une relation à l'autre. Maintenant, l'érotisme est largement déterminé par la société. Je vous ai parlé tout à l'heure des sociétés, de la société de la Grèce antique, où ce qui était normal, c'était la bisexualité. On apprenait aux hommes qu'il était normal de désirer d'autres hommes, et donc la plupart des hommes avaient des relations avec d'autres hommes, mais on ne croyait pas qu'ils étaient homosexuels pour autant. Donc, et ça, c'est une question qui est très importante sur le plan éthique, parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on apprend à désirer aux gens? Surtout là, par exemple, lorsqu'on sait que la plupart des adolescents là, et des jeunes s'informent sur la sexualité à l'aide d'Internet, mais à l'aide plus précisément de la pornographie sur Internet. Donc, si on présente aux jeunes et si les gens apprennent que ce qui est désirable, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans la pornographie. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la pornographie? C'est souvent la domination d'un homme sur une femme. C'est beaucoup ça, là. C'est beaucoup des expériences de domination, des expériences même parfois de violence, et souvent violence masculine sur la femme. Si on apprend que c'est ça qui est désirable, les gens vont reproduire ça, c'est ça qui va les exciter. Alors, vous comprenez qu'il y a tout un enjeu là, d'éducation, puisque l'érotisme s'apprend dans la société.
Okay? On apprend ce qui est désirable. Et donc, si on apprend que ce qui est désirable, c'est de dominer l'autre, de le violenter, eh bien, on va considérer que c'est ça. Maintenant, il y a une dimension très physique et biologique aussi à l'érotisme. L'érotisme est une pulsion sexuelle. Et là, on va regarder cette pulsion sexuelle-là. On va beaucoup l'examiner, essayer de la comprendre quand même. Là. Bon. La pulsion sexuelle elle-même, c'est une pulsion d'attirance. On appelle ça l'amour. Okay? Mais l'érotisme et la vie sexuelle n'est pas que le lieu de l'amour, c'est aussi le lieu de la violence. J'en ai parlé de la violence. Bon. Et pourquoi? Parce que la pulsion érotique, et ça on sait très bien, elle est liée à une pulsion agressive. C'est Eros, on va dans la psychanalyse, dit Eros Thanatos, bon, l'amour et la destruction, ou l'amour et l'agressivité, sont deux pulsions qui fonctionnent un peu comme dans des vases communicants, si on peut dire. C'est-à-dire que si par exemple la pulsion érotique est frustrée, son énergie peut devenir de la pulsion agressive. Et si on regarde le lieu de la sexualité, c'est un lieu qui n'est pas simplement un lieu de l'amour, mais souvent aussi un lieu de la violence. Et c'est pour ça que l'éthique sexuelle est si importante et qu'on a tellement d'enjeux aujourd'hui avec la sexualité, le consentement, etc. C'est que la sexualité, c'est un lieu où il y a des violences, non seulement possibles, mais fréquentes. Okay? La force érotique et la force agressive sont deux pulsions qui sont interreliées. Okay? Donc, si on reprend les trois sens du mot sexe, on peut parler de sexe lorsqu'on parle de l'érotisme. Okay? Donc, une relation sexuelle, bien sûr, c'est une relation souvent qui implique la génitalité, mais c'est une relation aussi érotique, qui implique un érotisme, le désir, faire monter le désir, le plaisir, etc., la stimulation de zones érogènes, etc. OK? Toute la question de l'érotisme est liée à la définition de l'identité et donc, évidemment, aux valeurs, à l'éthique, etc. Mais aussi, on ne peut pas exprimer notre érotisme avec quiconque, n'importe qui, en tout temps et en tout lieu, évidemment. OK? Lorsqu'on parle de sexe, on peut aussi parler des genres, donc être homme, être femme. Ici, vraiment, l'enjeu le plus important, c'est l'égalité. Et on pourrait dire que l'égalité entre les genres, c'est une question qui un peu relève d'une question plus générale, qui est l'égalité entre les êtres humains. Okay? Le respect que les êtres humains se portent les uns par rapport aux autres, il commence par le respect que les femmes portent aux hommes et que les hommes portent aux femmes. Parce que dans la relation entre les genres, il se vit quelque chose, hein? Quelque chose. Rencontrer quelqu'un de l'autre genre, être en relation avec quelqu'un de l'autre genre, par exemple, un homme et une femme qui sont en relation entre eux, c'est une relation qui est avec l'autre, avec quelqu'un qui est souvent assez différent, n'est-ce pas? Et il y a dans l'histoire eu l'instauration d'un système qu'on appelle le patriarcat, qui est la domination d'un genre sur l'autre. Donc, il y a toute une question historique, il y a tout quelque chose à faire aujourd'hui pour s'assurer de l'égalité entre les genres, l'égalité entre les hommes et les femmes. Maintenant, au niveau de la génitalité, évidemment, là, c'est un organe reproducteur, on est vraiment dans la responsabilité, parce que avoir une relation sexuelle complète, okay, c'est-à-dire une relation qui implique la génitalité, probablement ça peut amener des enfants, mais ça peut amener des maladies aussi. Et ça va chercher, évidemment, habituellement, la relation sexuelle complète, qui implique donc la génitalité, ça va chercher des émotions très puissantes chez l'être humain. Et donc, ça implique une responsabilité à ce titre-là. Et on ne peut pas avoir des relations sexuelles génitales avec n'importe qui, n'est-ce pas? Il y a des normes, il y a des interdits, il y a des choses qui sont tout à fait inacceptables sur le plan éthique et on va en discuter. Et comment on traite notre relation à nous-mêmes? Par exemple, les gens qui ont des relations avec des animaux dans la zoophilie, c'est une façon, c'est un érotisme, en tout cas, disons, étrange. Là. Bon. Et ça peut nous poser des questions éthiques, là, je veux dire, bon, etc. Donc, on va voir ça, toute la question de la génitalité. Il y a beaucoup de questions éthiques qui tournent autour de ça. Bon, on a vu que dans tout ça, il y a la logique binaire pour comprendre la sexualité, c'était pas la meilleure logique, hein? Et qu'entre les femmes et les hommes, même sur le plan biologique, il y a beaucoup de cas d'intersexuation.
qu'entre le féminin et le masculin, il y a un continuum et que dans le fond, ce sont des constructions sociales et qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être en dysphorie des genres, c'est-à-dire ne pas s'identifier à un genre. Et que dans l'érotisme, on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe que homosexualité, hétérosexualité, et que l'érotisme, au fond, est propre à chacun, puis c'est une découverte et que ça change avec le temps, évidemment, quand c'est sain. On va voir ça. Bref, dans ce cours, lorsqu'on va parler de genre, de sexe, on va parler à la fois de la génitalité, de son usage, des genres et de leurs relations, et de l'érotisme, donc de tout ce qui concerne le plaisir et le désir. J'espère que ce cours vous a intéressé. Au prochain cours, on va examiner plutôt la question des valeurs, comme comment les valeurs nous permettent, et quelles sont les valeurs les plus importantes et les normes les plus importantes, quels sont les types de valeurs, les types aussi d'exigences morales, par exemple. Il y a une différence entre une norme et une valeur, parce qu'une valeur, on va le voir, ça définit ce qui est préférable, tandis qu'une norme, ça définit ce qui est interdit. Et puis dans la sexualité, il y a des choses qui sont simplement considérées comme préférables et qu'on pourrait recommander aux gens. Là. Par exemple, il est préférable d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on aime. Mettons. Et il y a des choses, il y a des exigences morales qui sont plus normatives. Par exemple, il est interdit, le viol est interdit. Il faut avoir le consentement. Ou le consentement de l'autre est obligatoire. Tout ça, c'est des normes importantes. Comprenez? C'est une norme importante. Et donc, dans la sexualité, on va faire le tour, là, dans les prochains cours, des valeurs et des normes qui viennent encadrer et orienter les pratiques sexuelles. Et vous allez avoir à réfléchir par rapport à ça. Ça va être dans la section éthique. Ensuite, on va voir l'histoire, la psychologie et la sociologie aussi. Qu'est-ce que ces disciplines ont à nous dire de la sexualité? Sur ce, je vous remercie pour ce cours et je vous dis à la prochaine.